Avec le recul, il était presque difficile de croire que la carrière de John Carpenter était dans un état si difficile en 1983 qu'il a dû se lancer dans un projet comme celui de Christine juste pour se maintenir à flot. Carpenter venait de sortir The Thing, qui bien que considéré à juste titre comme l'un des meilleurs films d'horreur jamais réalisés, était une bombe critique et financière massive à sa sortie. Il avait besoin que son prochain film réalise des bénéfices et trouve un public plus large, sinon et à l'époque personne n'attirait plus l'attention dans le genre de l'horreur que Stephen King. Sa popularité était si immense que la production de Christine a commencé avant même la publication du roman. Lorsque le film sortit finalement en salle en décembre 1983, moins de 8 mois après la sortie du roman, il s'agissait déjà de la troisième adaptation cinématographique de Stephen King de cette année-là, après respectivement Cujo et Dead Zone. John Carpenter considérait ce travail comme un fardeau plutôt qu'un honneur. John Carpenter a toujours affirmé ne pas le considérer comme un projet personnel. Quoi qu'en dise Carpenter, c'est un film étonnant, une de ses rares adaptations qui n'a rien à envier au matériau original dont il s'inspire. L'intrigue du film s'écarte par endroits de celle du livre, notamment sur l'origine de la nature maléfique de Christine, mais elle encadre parfaitement l'essence et porte à l'écran une histoire de terreur fondée sur l'amour du peuple américain pour les voitures et le consumérisme débridé du boom économique d'après-guerre. Oh mon vieux, y a rien de plus bandant au monde que d'être derrière le volant d'une voiture. À part une chatte peut-être. Christine n'était donc en aucun cas un projet passionné pour Carpenter, et dans les années qui ont suivi, il l'a qualifié de son pire film. À proprement parler, la raison était assez claire. Le principe est fantaisiste, et d'après les chiffres, il s'agit d'un recalcage total de certaines des œuvres déjà les plus connues de King. À bien des égards, Christine est comme une suite spirituelle de Carrie de 1976, mais pour les adolescents torturés. Et si certains films d'horreur comme The Hitcher ou même Cujo ont réussi à transformer l'automobile d'un symbole de liberté infinie en un piège mortel claustrophobe, Christine n'en fait pas partie. Ce n'est tout simplement pas un film très effrayant. C'est tellement exsangue en fait que le scénariste Bill Phillips a depuis déclaré qu'il avait ajouté beaucoup de mots familiers autant de fois qu'il le pouvait, juste pour faire passer le film d'une classification PG à une classification de cote R. Pourtant, malgré tout cela, Christine parvient d'une manière ou d'une autre à être l'une des adaptations cinématographiques de Stephen King les meilleures et les plus utiles jamais réalisées. Cela est dû en partie au score de Carpenter, qui est trop bon pour être nié. La musique écrite par Carpenter avec son complice Alan Howarth est comme d'habitude irréprochable, prolongeant les trames électroniques menaçantes de Halloween ou The Fog. Christine est présentée comme une personne faisant preuve de jalousie et s'exprimant à l'aide de chansons des années 50 diffusées par son autoradio. L'autre raison est la voiture elle-même, une Plymouth Fury rouge de 1958 que Carpenter parvient à transformer en un antagoniste crédible. Dès le début du film, nous savons qu'elle ne fait rien de bon, et peu importe pourquoi. Nous assistons à sa naissance en 1957 sur une chaîne de montage à Détroit, où elle est rapidement responsable de 2 accidents, l'un entaillant les doigts d'un homme, l'autre coûtant la vie à un homme après qu'il ait bêtement jeté les cendres de son cigare sur le siège avant. De ses sièges en cuir rouge à ses élégantes garnitures chromées, chaque partie du corps tout en courbe de Christine est fétichisée. Son moteur ne ronronne pas, cela ressemble plutôt à un battement de cœur, battant régulièrement avec une puissance qui peut être contrôlée, mais seulement pendant un certain temps. Elle monte en régime et le rugissement du moteur a un effet en cascade, submergeant et engloutissant le public. En un instant, il est facile de s'imaginer être piétiné, pas seulement par le son, mais aussi par elle. Connaître Christine, nous l'apprenons bientôt, c'est l'aimer, ou être frappé par le sentiment froid et rampant que quelque chose ne va pas. Pour le lycéen nerd Arnie Cunningham, c'est le premier. Elle est la première chose qui l'allume et il n'y a aucun moyen de revenir en arrière une fois qu'il l'a fait. À partir du moment où Arnie aperçoit Christine, meurtrie par l'âge, un peu de rouille et recouverte de terre sur le bord de la route, c'est l'amour. Peu importe que son dévouement l'isole rapidement de son meilleur ami ou de sa petite amie, la voiture offre le genre d'amour qui, pour lui, promet d'effacer toute une vie de sentiments d'affaiblissement et d'émasculation à la maison et à l'école. Lorsqu'un groupe d'intimidateurs tente de détruire la voiture, cela permet à Arnie et Christine de faire passer leur relation au niveau supérieur. Alors qu'il passe ses mains le long de son corps mutilé et examine les dégâts, il remarque quelque chose d'étrange. Montre-moi. Soudain, la partition devient vigoureuse et burlesque, et Arnie regarde avec satisfaction la voiture commencer à se réparer pour lui, pièce par pièce. Cela ressemble à une sorte de séduction, voire de striptease du véhicule face à son propriétaire. Carpenter aurait été réticent au début à inclure la régénération de la voiture dans le film, mais il s'est finalement décidé en faveur de cette option.
Au-delà d'être un exploit d'effets spéciaux impressionnant, la restauration auto-déclenchée de Christine est une étape cruciale pour le film, servant de point culminant à tout le dévouement d'Arnie et à la consommation de la relation entre lui et Christine. Bien que Christine ne soit pas vraiment un film d'horreur, et semble parfois plus efficace comme histoire d'amour, la voiture est une présence malveillante, jalouse et plus grande que nature tout au long du film, traquant en silence et engloutissant les hommes en entier. Parfois cela passe par la violence, mais le plus souvent cela passe par la séduction. À la fin, la calandre métallique de la voiture a été tellement déformée qu'elle ressemble à des dents qui brillent dans l'obscurité et semblent prêtes à enfoncer leur acuité profondément dans la chair humaine qui se rapproche le plus. C'est la seule fois où nous voyons la nature sinistre de la voiture personnifiée, et cela ne déçoit pas. La transformation d'Arnie est le point central de Christine, et Kev Gordon passe de manière convaincante de geek à arrogant, à obsédé, alors que Christine s'empare de son âme. John Stockwell est également solide dans le rôle de Dennis, mais la véritable star du film est Christine, où les 21 voitures Plymouth que Carpenter a utilisées et en grande partie détruites pour faire le film. Apparemment une Fury de 1958, Carpenter a en fait utilisé une combinaison de Fury, de Belvedere S et de Savoy pour représenter Christine, et a réussi à créer un monstre automobile intimidant, d'autant plus menaçant en raison de son sens de l'humour malsain, en utilisant de vieux morceaux de radio comme moyen de communication à ses intentions meurtrières. Ce que Carpenter fait avec brio, c'est de donner vie à Christine elle-même. On nous présente Christine sur la chaîne de production, la caméra s'attarde sur la carrosserie de la voiture, presque d'un air moqueur, comme elle le ferait pour une amoureuse féminine particulièrement attirante. C'est la seule voiture rouge vif de la chaîne de montage, qui brille au milieu des modèles blancs, les phares rayonnants, la peinture brillante. Ce n'est que lorsqu'elle claque son capot sur la main de l'ouvrier d'usine que le charme se rompt. À partir de ce moment, Christine se sent déconcertée chaque fois qu'elle est à l'écran, même à l'arrêt, une menace sereine pèse sur elle. Sans cela, le film ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Entre les mains d'un réalisateur de moindre envergure, une voiture possédée aurait pu être une thématique trop stupide pour fonctionner. Carpenter cependant reconnaît la bêtise innée et l'utilise à son avantage, par exemple en utilisant la radio comme moyen de communication. La touche plus sombre d'humour complice qui traverse les scènes avec Christine compense les aspects ridicules et lui donne le sentiment d'être un personnage à part entière. Lorsque les voyous cassent Christine à coups de masse, le spectateur pense à un viol. Le détail des excréments sur le tableau de bord souligne cette analogie. Le scénario présente donc habilement l'évolution d'Arnie. La voiture est pour l'adolescent un symbole d'individualisme, d'autonomie et d'épanouissement sexuel. Point qu'il finit par tomber amoureux de son étrange voiture. Aucun connard ne viendra se mettre entre moi et Christine. La plus grande réussite de Carpenter est visuelle, et le film est parcouru d'images extraordinaires. Les scènes d'auto-réparation de Christine sont fascinantes, tandis que la séquence de Christine enflammée poursuivant Buddy jusqu'à la mort est obsédante. Dans Christine, nous retrouvons les qualités de réalisation des meilleurs films de Carpenter, rigueur, sens du rythme, élégance, sobriété et efficacité. La technologie qui se déchaîne, qui se retourne contre les humains, est l'un des sujets de prédilection de Stephen King qui crée des histoires à suspense, mais Christine fonctionne également comme une métaphore de l'impact destructeur de l'ère automobile. Christine réussit sans effort à transformer Arnie, sérieux et cérébral, en un maniaque antisocial obsédé par lui-même, et détruit toutes ses relations. En d'autres termes, un parallèle direct, quoique exagéré, avec l'impact de l'industrie automobile sur le comportement sociétal global. Car Christine est une histoire de rébellion et d'indépendance adolescente, dans laquelle un garçon détruit par ses parents stricts, l'intimidation et l'isolement trouve un but qui lui permet de se sentir mieux dans sa peau. Malheureusement, cela implique aussi des meurtres. À cet égard, Christine partage son ADN avec l'œuvre antérieure de Stephen King, Carrie, dans la mesure où un adolescent persécuté trouve dans le surnaturel une forme d'autonomination contre les antagonistes. Arnie de Kev Gordon n'est pas aussi gauche ou naïf que Carrie White de Sissy Spacek, mais il devient tout aussi fou, quoique d'une manière moins télékinésique. Comme Carrie, Arnie est attaqué de toutes parts, ses parents le surplombent et contrôlent chacune de ses décisions. Buddy Repperton et sa bande l'attaquent pendant ses cours, tandis que les autres amis de Dennis lui donnent à peine l'heure de la journée. La transformation d'Arnie en un cauchemar parental en sueur et arrogant est parallèle à la première régénération de Christine, le couple développant une relation parasitaire qui ne peut être décrite que comme viscérale. En tant qu'adaptation, Christine n'a pas la puissance brute du film précédent de De Palma, mais elle compense cela en faisant ressortir son sens de l'humour noir et son visuel jubilatoire. Elle sentait la voiture toute neuve, ce qui est bien la meilleure odeur au monde, à part une chatte peut-être.